Initiation à la photographie, module 19, choisir une carte mémoire. Bonjour, mon nom est Michel Gignac et je serai votre guide pendant cette présentation. Vous pouvez vous abonner à ma page Facebook en tapant amateur.photographie dans l'outil de recherche et en sélectionnant Michel Gignac, la photographie pour amateurs. Vous pouvez également vous abonner à ma page sur YouTube en tapant amateur.photographie Michel Gignac et en sélectionnant amateur.photographie Michel Gignac dans YouTube. Alors, choisir une carte mémoire. Alors aujourd'hui, pendant cette présentation, on va voir le rôle de la carte mémoire dans le processus de prise de vue, comment elle interagit avec l'appareil, sa nomenclature et comment la choisir. Alors pour commencer, le rôle de la carte mémoire, les cartes mémoire sont utilisées pour le stockage de fichiers dans les appareils photo numériques et ainsi que plusieurs autres types d'équipements. Alors on voit ici, on reconnaît tous cette carte mémoire qu'on a dans nos appareils photo. Alors comment la carte mémoire interagit avec l'appareil lui-même? Alors vous voyez, on a d'abord évidemment notre appareil photo ici. Et quand on appuie sur le détenteur, sur le bouton, on a notre petit clic ici et notre image s'en va dans ce qu'on appelle une mémoire tampon. À partir de la mémoire tampon, l'image est ensuite transférée vers la carte mémoire. Alors c'est bien important de comprendre tout ce processus-là parce que l'image ne part pas directement de l'appareil photo pour s'en aller directement sur la carte mémoire. Il fait un petit transit évidemment vers la mémoire tampon. Quand on prend une image à la fois, cette période de transition-là ici n'est pas très importante, mais quand on se met à prendre des images en rafale, les images vont d'abord s'accumuler dans la mémoire tampon pour être ensuite de ça écrit sur la carte mémoire. Alors c'est important de comprendre ce processus-là parce qu'évidemment, quand on se met à faire de la photographie en rafale, tout d'un coup, on se rend compte que notre appareil photo ne fournit plus, c'est-à-dire on prend plus d'images qu'il n'est capable lui-même d'en transférer vers la carte mémoire. Les gens ont souvent l'habitude de blâmer la carte mémoire en disant que celle-ci n'a pas la vitesse de transfert suffisante. Ce qu'ils ignorent, cependant, c'est que souvent c'est la vitesse de transfert de l'appareil photo ici qui fait partie des limitations vers l'écriture sur la carte mémoire. Alors donc, c'est bien important de connaître cette vitesse de transfert-là pour qu'on puisse acheter une carte mémoire qui va être dont la vitesse d'écriture va être suffisamment élevée pour suffire à la vitesse de transfert, mais dont la vitesse d'écriture ne sera pas à ce point plus élevé que la vitesse de transfert qu'on va dépenser de l'argent pour rien. Parce qu'évidemment, plus la vitesse d'écriture de la carte mémoire est élevée, plus on va se rendre compte que le coût de la carte mémoire va être élevé. Alors, ça ne nous donne rien d'avoir une carte mémoire qui écrit très rapidement si notre appareil photo n'écrit pas, lui, ne transfère pas, lui, l'information très rapidement vers notre carte mémoire. C'est important aussi de connaître la grosseur ou le volume de la carte mémoire comme telle. On va voir pourquoi tantôt. Alors, vous voyez ici que j'ai mis ces composantes-là ici en rouge parce qu'elles sont inhérentes à l'appareil photo, alors que la carte mémoire, elle, n'est pas inhérente à l'appareil photo. Alors, avant de choisir une carte mémoire, il faut bien connaître notre appareil photo, il faut bien connaître le volume de la mémoire tampon, ainsi que la vitesse de transfert, parce qu'on n'a pas on n'a plus de contrôle sur ces éléments-là qui sont dans l'appareil photo. Et très souvent, quand on a acheté notre appareil photo, on ne s'est pas nécessairement préoccupé de la vitesse de transfert. C'est quand on commence à faire nos premières prises de vue en rafale que tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a des limites et qu'on découvre que ces limites-là, on pense souvent qu'elles sont liées à la carte mémoire, mais la majorité du temps, ces limites-là sont liées directement soit à la grosseur de la mémoire tampon, soit à la vitesse de transfert des données vers la carte mémoire. Alors évidemment, on va vouloir aussi acheter une carte mémoire qui va être suffisamment grosse, dépendamment des types de photos qu'on fait. Si on fait des photos qui sont surtout en RAW, on voudra avoir une carte mémoire qui est relativement grosse parce que les fichiers RAW sont plus gros. Si on fait des photos qui sont en JPEG, c'est peut-être un petit peu moins
critique que si on fait des photos qui sont en RAW. Par contre, si on veut se mettre à faire de la vidéo avec notre appareil photo, on aura aussi besoin d'une carte mémoire qui est suffisamment grosse. Maintenant, nomenclature de la carte. Quels sont tous ces petits symboles et toutes ces petites informations qu'on retrouve sur notre carte mémoire? Alors, premièrement, il y a ici le type de carte qu'on achète. Il y a des cartes SD, il y a des cartes SDHC et il y a des cartes SDXC. Dans le cas des cartes SDHC, qui sont peut-être celles qu'on retrouve le plus souvent dans le marché actuellement, ces cartes-là ont une capacité de 4 à 32 gigaoctets ou des gigabytes, comme on dit en anglais. Alors que les cartes SDXC sont des cartes qui ont une capacité supérieure à 64 gigaoctets. Maintenant, ici, on retrouve le chiffre 3 dans ce qui semble être un petit U. C'est effectivement un petit U qui est la première lettre de la classe d'écriture UHS. Et on retrouve un petit 3 parce que à ce moment-là, c'est une carte de classe 3 et une classe 3 en UHS va nous donner 30 mégaoctets par seconde d'écriture. Alors qu'une classe 1 va nous donner 10 mégaoctets et si on avait une classe 2, on aurait 20 mégaoctets par seconde d'écriture. On retrouve à côté ici un autre petit symbole qui est comme un C avec un 10 dedans. Le C, évidemment, c'est pour la classe d'écriture et c'était la formule qui était utilisée avant que la classe UHS apparaisse sur le marché. Alors donc, c'est un plus vieux symbole de vitesse d'écriture et une classe 10 va écrire à plus que 10 mégaoctets par seconde. Alors c'est important, on les retrouve toutes les deux parce qu'il se peut que si vous avez un appareil photo qui est un petit peu plus vieux, qu'on ne vous donne pas ou que votre appareil ne soit pas compatible avec les cartes d'écriture, avec les classes d'écriture UHS, mais bien plutôt avec les classes d'écriture de cette forme-là, classe 2, 4, 6, 8, 10, etc. Donc, c'est une classe d'écriture qui est un peu comme celle-ci, mais celle-ci est plus récente que celle-là. Celle-là est antérieure. Maintenant, ici, on retrouve 94 mégabits par seconde ou mégaoctets par seconde. Ça, c'est la vitesse de lecture maximale de votre carte. Non seulement on écrit sur la carte, mais on lit également sur la carte. Et comme on le sait, évidemment, quand on lit plus rapidement que quand on écrit. C'est la même chose pour nous c'est la même chose pour les cartes que pour nous. Alors, on nous indique ici la vitesse maximale de lecture. À mon point de vue, c'est moins important de connaître ça que de connaître ça ici, parce que pour notre appareil photo, comme on l'a vu tantôt, ce qui est important, c'est la vitesse d'écriture de la carte. La vitesse de lecture, évidemment, c'est important aussi, mais ça va nous servir quand on va transférer les données de la carte vers, par exemple, notre ordinateur ou notre tablette. Le volume de la carte maintenant, la quantité d'informations qu'on peut mettre sur la carte, dans ce cas-ci, c'est 32 gigaoctets ou gigabytes. Ensuite de ça, on a la vitesse maximale de transfert UHS. Alors, on a une carte ici qui est de classe 1, UHS 1. Et à ce moment-là, cette carte-là permet d'écrire à 104 mégaoctets par seconde. C'est-à-dire de transférer les données à une vitesse maximale de 104 mégaoctets par seconde. Alors, on reprend ici l'information avec une carte de type SDXC. On l'a mentionné tantôt, les cartes XC sont à 64 gigaoctets. Ici, on retrouve la vitesse de lecture maximale qui est de 150 mégabits par seconde. Et ici, on a l'ancien format d'écriture de vitesse de transfert. Et croyez-le ou non, autrefois, on comparait la vitesse de transfert de la carte avec la vitesse de lecture d'un disque CD. Alors, la vitesse de lecture d'un disque CD, c'est 150 kilooctets par seconde et non pas des mégaoctets par seconde. Multiplié par 1000 fois, 1000x va nous donner 150 mégaoctets ou mégabytes par seconde, qui est la vitesse qu'on retrouve ici. On a aussi une carte de classe 10, comme on l'a vu tantôt. On a une carte de classe 3 en UHS et on a finalement une capacité ou un volume de carte qui est de 128 gigaoctets ou de 128 gigabytes. Et cette carte-ci est une carte de type UHS 2.
donc qui a une vitesse de transfert de 312 mégaoctets par seconde. C'est une carte qui est très rapide. Maintenant, jetons un coup d'œil rapidement à 3 exemples d'appareils photo pour voir la différence qui existe entre les appareils photo en ce qui concerne leur vitesse d'écriture. Alors, les données ont été prises lors de l'écriture pendant une période de 30 secondes de photos qui sont prises en rafale. Alors, si on regarde notre Canon T6i 750D, pour les gens qui sont en Europe, la vitesse moyenne est de 73,8 mégaoctets par seconde, ce qui permet de transférer sur la carte 54 fichiers RAW et JPEG ou 87 fichiers RAW ou 142 fichiers JPEG. Notre autre exemple qu'on avait tantôt, la D3300, écrit à une vitesse moyenne de 72,8 mégaoctets par seconde. Elle transfère des fichiers RAW, elle en transfère 45 pendant 30 secondes, 96 fichiers RAW seulement et des fichiers JPEG 145. Pourquoi il y a une différence ici entre les deux types de caméra, même si on pourrait penser que la vitesse est presque la même, c'est parce que en plus de transférer des images sur la carte, on transfère aussi des données, ce qu'on appelle en anglais du overhead, donc des données de gestion des images. Et souvent, ces données-là sont plus ou moins importantes, ce qui peut faire en sorte que pour des vitesses de transfert semblables, on aura plus ou moins de données qui seront transférées vers la carte. Et ici, on a notre troisième exemple, la Sony A6000, qui, elle, ne transfère les données qu'à 35,9 mégaoctets par seconde. Ça n'a pas beaucoup d'impact quand on regarde les fichiers RAW et JPEG, mais quand on regarde les fichiers RAW seulement ou les fichiers JPEG seulement, par rapport aux deux autres appareils photo, on voit que ça a un impact majeur. Ces données-là ont été recueillies par des tests qui ont été faits avec la même carte, qui est la carte SanDisk Extreme Pro, 95 mégabits par seconde, une carte de 32 gigabits ou gigaoctets. Alors, vous voyez qu'avec la même carte, on a des appareils différents qui fonctionnent à des vitesses différentes et qui transfèrent des fichiers également en quantité différente, dépendamment du type de fichier qu'on transfère. Une des choses que vous devriez faire avant d'acheter une carte, c'est d'aller vérifier dans les recommandations du manufacturier. Cette information-là se retrouve dans votre manuel de l'utilisateur. Alors, vous voyez que pour l'appareil photo Canon de type D3300, on parle d'une vitesse de 6 ici. Donc, une classe 6, vous vous rappelez du C avec un 10 dedans, ce serait ici un C de classe 6. Et les cartes mémoire qui sont recommandées sont celles-ci, soit des SDHC ou des SDXC. Les SD ont une limite évidemment de 2 gigaoctets, c'est pour ça qu'on n'en parle plus beaucoup et qu'on les a remplacés par ces deux autres classes de cartes-là. Maintenant, pour ce qui est de l'appareil photo de type Nikon, on voit ici que on recommande des cartes de type SD, SDHC, SDXC, mais que les cartes UHS-1 sont également prises en charge. Dans le cas de l'appareil précédent, il n'y avait pas cette mention-là. Alors, ça serait dépenser de l'argent pour rien que d'acheter une carte de type UHS-1 si la carte n'est pas prise en charge par l'appareil. Elle va fonctionner pareil, mais elle aura les mêmes limites qu'une carte de type SDXC ou SDHC et vous ne bénéficierez pas de l'investissement supérieur que vous avez fait ici avec une classe de type UHS-1. On voit aussi qu'on recommande des cartes mémoire de classe 6. Alors, dans ce cas-là, une classe 6 pourrait être suffisant. Maintenant, en allant voir des tests qui sont effectués avec différents types de cartes, peut-être que vous choisirez de prendre une carte qui est plutôt de classe 10 dans ce cas-là, ou de classe UHS type 1. Ici, pour le Sony, je reviens à la même chose que tantôt. J'ai ombragé les Memory Stick Pro, qui sont des cartes mémoire aussi, qui étaient exclusives à Sony. Maintenant, Sony utilise aussi les cartes mémoire de type SD. Alors, c'est bien de les utiliser. Et elles sont aussi compatibles, l'appareil photo est aussi compatible avec la norme UHS-1. Donc, ça vaut la peine dans ce cas-ci d'investir dans une carte mémoire qui est de ce niveau-là.
Des vitesses d'écriture de cartes. Alors, je vous ai donné ici 3 cartes différentes que j'ai repris dans certains tests avec des appareils photo. On voit ici que le volume est soit de 32, 64 ou 32 GB, dépendamment du type de carte. Et on voit comment la vitesse d'écriture est variable d'une carte à l'autre. Dans le cas de la Lexar professionnelle, on parle de 81,3 mégabits par seconde. Dans le cas de la Kingston Class 10, on parle de 64,4 mégabits par seconde. Et dans le cas de la SanDisk Ultra, même si c'est une carte de type Ultra, elle n'écrit qu'à 19,9 mégabits par seconde. Alors, c'est important de bien connaître la vitesse d'écriture de la carte et de l'avoir dans un test qui a été effectué avec des vrais appareils photo pour ne pas être en face de tests qui sont, pas de tests, mais de vitesses qui ne sont que théoriques. Maintenant, est-ce qu'on doit acheter ou pas une carte micro SD? Alors, une carte micro SD, c'est une version réduite ou condensée d'une carte SD. Ces cartes-là ont été développées pour être utilisées dans des plus petits appareils, comme les appareils photo intelligents ou les tablettes. Maintenant, quand on les utilise dans un appareil photo, habituellement, on les met dans un adaptateur ici. On met la carte dans l'adaptateur et on met l'adaptateur dans l'appareil photo. Vous regarderez dans les tests qui sont faits, quand je vous aurai proposé un site de test tantôt, et vous allez vous rendre compte que les cartes micro SD n'ont rien à envier aux cartes SD standard. On y retrouve les mêmes informations. Cette carte micro SD là est de type SDXC. C'est une carte UHS 1 avec un standard U3. Donc UHS 3 en termes de vitesse d'écriture. Alors cette carte-là est comparable à n'importe quelle carte qui se conforme au même standard que la micro SD. Alors donc, dans tous les tests, comme je le mentionne, les cartes micro SD figurent aussi bien que les cartes SD. Alors c'est un mythe que de prétendre qu'elles sont plus lentes et que vous allez avoir toutes sortes de problèmes avec. C'est absolument faux. Les gens qui vous disent ça, je ne sais pas où ils prennent l'information, mais pour avoir fait des recherches partout sur Internet, auprès des fabricants, auprès des gens qui font les tests, je pense qu'on peut en toute confiance acheter des cartes micro SD sans avoir de préoccupation. Les autres types de cartes maintenant, les cartes Compact Flash, je les mentionne parce qu'on les retrouve des fois quand on fait des recherches sur Internet pour acheter des cartes, soit sur Amazon ou sur d'autres sites de vente en ligne. Les cartes Compact Flash sont des cartes qui sont un peu plus vieilles, qu'on retrouve dans les appareils photo de haute gamme et ce sont des cartes qui ont une vitesse d'écriture qui est relativement élevée. Alors c'est pour cette raison-là d'ailleurs qu'on les mettait dans des appareils photo Nikon ou Canon de haute gamme parce que c'est des cartes qui ont un bon volume et qui ont une bonne vitesse d'écriture. Elles ont tendance maintenant à être remplacées par des cartes XQD. Qui est un nouveau format de carte qu'on retrouve maintenant et qui vont encore plus vite que les cartes Compact Flash ou CF. Maintenant, ces cartes-là nécessitent un bus PCI Express pour faire le transfert de données. Vérifiez avant d'acheter ces cartes-là parce que si votre appareil photo est conforme au standard SD, probablement que vous ne pourrez pas mettre ces cartes-là dans votre appareil photo. L'espace pour les placer dans l'appareil photo n'est pas le même et la configuration des bosses, là, des petits contacts à l'arrière n'est pas le même non plus. Alors, assurez-vous que vos appareils photo sont capables de prendre ce genre de cartes-là, sinon vous allez les commander, les retourner parce qu'elles ne feront pas dans votre appareil photo. Comment choisir votre carte SD maintenant? Voir la vitesse d'écriture de votre appareil photo, c'est très important, on l'a vu au début. Achetez une carte dont la vitesse d'écriture est sensiblement la même ou supérieure à celui de votre appareil photo, mais pas tellement supérieure qu'elle vous coûte plus cher parce qu'à ce moment-là, vous allez investir pour rien. Ne pas acheter une carte dont la technologie n'est pas supportée par l'appareil. On parlait tantôt des cartes UHS 1 et UHS 2 qui ne sont pas supportées par tous les appareils. Elle fonctionnera quand même, mais vous allez payer pour rien pour la carte. Et pour faire de la vidéo, vérifiez si le manufacturier n'a pas de contraintes. Dans le cas de Sony, si on veut faire des vidéos en XAVCS,
il faut absolument avoir une carte de type SDXC de 64 GB et plus. Alors, c'est important de le savoir parce qu'autrement, vous ne pourrez pas bénéficier de l'avantage de ce type de fichier-là. Et vérifier auprès de sites. Alors, on va regarder rapidement ici un des sites que moi je consulte à l'occasion, qui s'appelle Camera Memory Speed. Et si on vient regarder ici, par exemple, un des appareils qu'on a vu un peu plus tôt dans notre démonstration, la Nikon D3300, à ce moment-là, vous allez voir ici que au début, on nous donne de l'information sur l'appareil lui-même. Ensuite de ça, on nous explique comment les tests ont été faits et on nous montre ici différentes cartes et on nous montre également la vitesse d'écriture qui a été possible d'atteindre avec ces cartes-là. Alors, vous vous rappelez, tantôt on parlait de la carte SanDisk Extreme Pro 95 mégabits par seconde, 32 gigabits ou gigaoctets pour le volume de la carte. Alors, lui, il permet d'écrire à 72,8 mégabits par seconde, alors qu'avec les autres types de cartes, on voit que la vitesse d'écriture décroît rapidement. Alors, dans ces cas-là, on voit que la vitesse d'écriture est importante. Si on veut avoir une carte qui écrit le plus rapidement possible, on vient choisir probablement cette carte-là ou une de ces trois cartes-là. Et vous voyez que ce n'est pas nécessairement le prix qui est garant de la vitesse d'écriture. Cette carte-ci est à 27,40 $ sur Amazon.com, donc ce sont des dollars américains, alors que celle-ci ou celle-là sont beaucoup supérieures à 100 $ et pour des vitesses d'écriture qui n'ont rien d'enviable à cette carte-là et pour un volume qui n'est pas non plus supérieur à cette carte-là. Alors, si j'avais de l'argent à investir demain matin pour l'achat d'une carte, j'achèterais certainement une carte comme celle-ci et non pas une carte comme celle-là ou celle-là ici qui coûte 238 $ pour absolument rien du tout. On n'a pas de vitesse, on n'a pas de volume, on n'a pas rien. Alors donc, prenez le temps de trouver votre appareil photo, un appareil photo qui est très semblable et vérifiez la vitesse d'écriture et les recommandations qui sont faites au niveau de la carte SD que vous voulez acheter. Alors, maintenant, si vous éprouvez des difficultés avec votre carte SD, une des premières choses qu'il faut regarder, c'est le petit loquet ici. Si ça donne à être baissé, vous ne pourrez pas écrire sur votre carte, parce qu'à ce moment-là, la carte sera en mode lock ou barré. Maintenant, il se peut que ce petit truc de plastique qui coûte absolument rien se défasse de la carte et à ce moment-là, vous ne pourrez plus écrire sur la carte elle-même. Si vous êtes très mal pris, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé un ruban gommé ici sur chaque côté de la carte pour venir comme remplir cet espace-là et pouvoir quand même me servir de la carte, mais je ne recommande pas de faire ça très longtemps parce que si ça chauffe un peu dans votre appareil photo et que le ruban gommé se défait et reste coincé dans votre appareil photo, vous serez très mal pris pour le sortir de là. Alors, quand on est très mal pris, on le fait. Sinon, on achète une nouvelle carte pour pouvoir justement continuer de travailler avec l'appareil. Toujours formater votre carte avec l'appareil photo que vous utiliserez. Il se peut que votre carte ne fonctionne pas si vous l'utilisez avec un autre appareil. Il faudra alors la reformater. Par exemple, moi j'ai deux appareils, j'ai un Olympus et j'ai un Sony. Et quand j'ai acheté le Sony, j'ai pris la carte de l'Olympus, je l'ai mis dans le Sony et la caméra m'a demandé de reformater la carte. Alors avant de procéder, j'ai pris la carte, je l'ai mis dans mon ordinateur, j'ai transféré les images qu'il y avait sur la carte et ensuite de ça, j'ai reformaté la carte avec l'appareil photo Sony et j'ai acheté une autre carte pour mettre dans mon appareil photo Olympus. Il ne faut surtout pas supprimer de données à partir de votre ordinateur. Souvent, quand on voit les données qui sont sur la carte SD dans notre ordinateur, on est tenté d'aller supprimer les photos. Quand on fait ça, on risque, en remettant la carte dans l'appareil photo, d'avoir toutes sortes de messages d'erreur parce qu'en fait, la carte a été formatée par votre appareil photo et elle ne retrouvera plus certaines données que vous aurez supprimées en supprimant les photos de votre carte. Alors, quand vous avez suffisamment de photos sur votre carte, transférez-les sur votre ordinateur et reformatez la carte. Comme ça, vous aurez toujours une carte qui est, entre guillemets, fraîche entre les mains.
Si votre carte est corrompue, vous pouvez toujours utiliser un logiciel de récupération de données tel que Recuva. Je vous suggère celui-là, Recuva, parce que c'est celui que je vois qui est souvent suggéré dans les groupes de discussion sur Internet par les gens qui veulent justement récupérer les données sur leur carte. Vous n'avez pas une garantie de 100% de récupération, mais c'est un logiciel qui ne coûte rien de toute façon et c'est préférable d'essayer au moins de récupérer ces données que de tout perdre. Alors, je vous encourage, comme je l'ai fait au début, à vous abonner soit à ma page Facebook, soit à ma page, à mon site sur YouTube. Et donc, je vous laisse en vous disant que le petit guide d'initiation à la photographie est toujours disponible et que vous pourrez le retrouver sur ma page Facebook amateur.photographie. Il est à la suite de l'ensemble des fichiers ou des tutoriels qui sont disponibles. Donc, le dernier item en bas de la liste, c'est le petit guide d'initiation à la photographie. Vous pourrez le télécharger et vous en servir également. Alors là-dessus, je vous remercie de votre attention et à la prochaine.